Bienvenue dans le système. Je suis architecte. Là où les gens voient un problème, je vois un système. La nuit tombe, les portes se verrouillent, les fenêtres se ferment. Une mère, un père pensent que la maison est en sécurité. L'enfant est dans sa chambre. Il tient dans sa main un petit écran lumineux. Et sur cet écran, il y a plus de passages ouverts que toutes les portes de la maison réunies. Une porte ne doit pas forcément se trouver dans un mur. Parfois, c'est un lien. Parfois, c'est une invitation à jouer. Parfois, c'est une seule phrase provenant d'un conte inconnu. Parfois aussi, simplement une image sur laquelle on appuie par curiosité. Les gens pensent que le danger est à l'extérieur. Parfois, ils se trompent. L'extérieur n'est plus seulement au-delà de la rue. Il peut être aussi proche qu'une notification, aussi silencieux qu'un résultat de recherche, aussi innocent qu'une demande d'amis. Tu ne donnerais pas la clé de ta maison à un inconnu. Mais une application peut demander la localisation, la voix, les photos et les habitudes de ton enfant. Tu ne la vois pas comme une porte, car elle n'a pas de charnière, elle n'a pas de son. Quand elle s'ouvre, le vent n'entre pas. Seules des données s'en échappent. Voilà ce qu'est cette deuxième porte. Comme elle est invisible, elle reste souvent ouverte dans la plupart des foyers. Quand un enfant regarde l'écran, il ne voit pas seulement le contenu le regarde aussi. Il mesure combien de temps il attend. Il se souvient vers quoi il se tourne. Elle apprend sur quelle image il s'est arrêté. Puis, elle prépare la porte suivante en fonction de sa curiosité. Ce n'est pas toujours malveillant, mais ce n'est pas toujours innocent non plus. L'objectif d'un système n'est peut-être pas de protéger l'enfant. Il peut s'agir de le retenir à l'intérieur le plus longtemps possible. Lorsque le temps, l'attention et la curiosité d'un enfant se transforment en marchandise, l'écran n'est plus seulement un outil, c'est un marché. Et l'enfant, bien souvent, n'y est pas un client, mais un produit. Il est facile de susciter la peur. Confisquer le téléphone, couper Internet, lire chaque message, surveiller chaque geste. Mais protection et contrôle ne sont pas la même chose. Une cage empêche aussi le danger extérieur de pénétrer. Pour autant, on ne l'appelle pas un foyer sûr, car la sécurité ne consiste pas seulement à empêcher l'accès, c'est donner la capacité de reconnaître la bonne chose au bon moment. L'enfant ne doit pas grandir en ayant peur de tous les inconnus, mais il doit savoir que tous les profils souriants ne sont pas des amis. Toutes les relations ne sont pas nuisibles, mais il doit apprendre à se demander où mène chaque relation. Tous les secrets ne sont pas mauvais. Mais si un adulte demande à un enfant de cacher ce qu'il a dit, ce secret n'est plus innocent. Certains dangers ne crient pas. Ils parlent avec douceur. Ils font des compliments. Ils attendent patiemment. Ils veulent d'abord gagner la confiance, puis l'isolement, puis le silence. Le premier rempart qui protège un enfant n'est pas un logiciel. C'est un adulte à qui il peut se confier. Car un enfant qui a peur cache. Un enfant qui craint d'être accusé efface. Un enfant qui sait qu'on va lui confisquer son téléphone ne parle pas. Et ce qui n'est pas dit se transforme en une obscurité que le système ne peut pas voir. C'est pourquoi, dans un foyer sûr, il n'y a pas que des règles. Il y a aussi un chemin du retour, un endroit où l'enfant peut se réfugier s'il clique sur un lien dangereux, une voix qui l'écoutera avant de le punir s'il commet une erreur, un écran qu'il pourra montrer sans honte lorsqu'un inconnu lui écrit « C'est là que commence la protection », pas dans la surveillance, mais dans la relation.
Cependant, la relation seule ne suffit pas, car l'enfant ne peut pas reconnaître tous les risques. Et l'adulte ne peut pas être à ses côtés à chaque instant. C'est pourquoi la maison doit avoir des limites numériques, des contenus adaptés à l'âge, des voies de communication restreintes pour les inconnus, des autorisations explicites pour la localisation et la caméra, des confirmations visibles pour les achats et les téléchargements, des appareils qui savent se taire pendant la nuit. Ce ne sont pas des interdictions, c'est l'architecture numérique d'un foyer. Mais si cette architecture n'est pas visible, les règles deviennent aléatoires. Une application est bloquée. Une autre voie s'ouvre. Un mot est interdit. Le même contenu revient sous un autre nom. L'enfant apprend à contourner le système. L'adulte, quant à lui, croit le protéger. Car il ne suffit pas de fermer la porte. Il faut savoir où s'arrête le mur. Au sein d'une même famille, tout le monde n'a pas besoin de la même règle. Un enfant de 6 ans et un adolescent de 14 ans ne franchissent pas la même porte. La protection évolue avec l'âge. À mesure que la confiance grandit, l'espace s'élargit. À mesure que le risque grandit, la limite se rétrécit. Mais si la raison de cette limite n'est pas expliquée, l'enfant l'aperçoit non pas comme une sécurité, mais comme un pouvoir. Et il cherche à fuir tout pouvoir qu'il ne comprend pas. C'est là que l'on commet la première erreur. Les familles déclarent la guerre à la technologie. Or, la technologie n'est pas un ennemi. Les passages laissés sans nom sont dangereux. À qui peut-on parler? Qu'est-ce qu'on ne partage pas? Dans quelle situation faut-il demander de l'aide? À partir de quand faut-il immédiatement cesser de parler si un inconnu te demande quelque chose? Si ces questions n'ont jamais été posées à la maison, même le filtre le plus puissant fonctionne tout seul. Un jour, l'écran s'allume silencieusement. Un nouveau message arrive. L'enfant regarde. La maison est toujours fermée à clé. Mais la deuxième porte a peut-être déjà été ouverte. La deuxième porte ne s'ouvre pas toujours sur un visage inconnu. Parfois, l'enfant parle à quelqu'un qu'il croit connaître. Quelqu'un qui joue au même jeu, avec quelqu'un qui dit porter la même solitude. Le danger ne se présente souvent pas comme tel. Il établit d'abord des points communs, puis la confiance, puis un petit privilège, que cette conversation reste entre nous. C'est là que la limite bascule, car celui qui souhaite tisser un lien secret avec un enfant l'éloigne d'abord non pas de sa famille, mais de son intuition. Il amène l'enfant à penser « lui seul me comprend, lui seul m'écoute ». C'est pourquoi la protection numérique ne se limite pas à l'appareil lui-même. Elle s'instaure aussi dans le silence de la maison. Un enfant peut-il poser des questions sans avoir honte? Peut-il revenir en arrière quand il fait une erreur? Certains adultes confondent confiance et obéissance. Donne-moi ton téléphone, dis-moi ton mot de passe, ouvre ce message. Mais une information obtenue de force n'est pas de la confiance. C'est une obéissance temporaire. À mesure que la pression s'intensifie, la réalité se déplace ailleurs, vers des comptes secondaires, vers des conversations supprimées, vers des applications secrètes. Lorsqu'un enfant apprend à échapper à la surveillance, il n'est pas plus en sécurité. Il devient simplement invisible. Et l'invisibilité est le premier terrain de prédilection du danger. La protection ne doit pas anéantir toute l'intimité de l'enfant, car l'intimité est le souffle de la personnalité. Mais l'intimité n'est pas la même chose qu'un secret. L'intimité, c'est l'espace qui appartient à la personne. Un secret néfaste, en revanche,
est un silence fondé sur la peur, la honte ou la menace. Un enfant doit connaître cette différence. Mais si quelqu'un lui demande d'effacer des messages, d'envoyer des photos, de partager sa localisation ou de cacher quelque chose à sa famille, il ne s'agit plus d'un espace privé. C'est une violation des limites. Les algorithmes agissent en silence, tout comme des inconnus. Une image s'affiche, puis une autre, similaire, puis une autre, un peu plus osée. Un enfant peut être entraîné dans un monde qu'il n'a pas cherché, simplement parce qu'il y a jeté un œil quelques secondes de trop. Le système confond la curiosité avec l'intention, l'hésitation avec le désir, la répétition, c'est une validation. Et avant même que l'enfant n'en comprenne le sens, le contenu lui donne une direction. Un contenu dangereux ne se cache pas toujours derrière un mot interdit. Parfois, il prend la forme d'un conseil de beauté, parfois d'un défi, parfois d'une blague, parfois encore d'un comportement que tout le monde est censé adopter. L'enfant se fond dans la foule pour ne pas se retrouver seul. Mais la foule numérique n'est pas une véritable société. Elle peut n'être qu'une chambre d'écho où personne n'assume de responsabilité. Un comportement ne devient pas sûr simplement parce qu'il est observé par 1 million de personnes. La popularité n'est pas une preuve de vérité. Ce n'est que la direction de l'attention. Au lieu de tout interdire à l'enfant, il faut lui enseigner cela. Qui te montre ça? Pourquoi te le montre-t-il maintenant? Que veut-il que tu fasses? Qui y gagne quand tu l'as fait? Ces questions ont une durée de vie plus longue que les filtres, car les applications changent, les noms changent, le danger revêt un nouveau visage, mais l'intention reste souvent la même. Attirer ton attention, tester tes limites, t'isoler, te demander des données, des images, de l'argent ou ton silence. Si une famille se contente de mémoriser les noms des applications, elle repart à zéro à chaque nouvel outil. Mais si elle reconnaît les schémas de comportement, elle repère le signal même si le système change. Pourtant, le dialogue ne suffit pas à lui seul. À certains moments, l'enfant cède à sa curiosité. À certains moments, il a peur. À certains moments, la pression des amis prend le dessus sur sa raison. C'est là que l'appareil lui-même peut constituer une couche de protection silencieuse. Limiter les messages provenant de comptes inconnus. Restreindre les contenus inappropriés à son âge. Désactiver le partage de localisation par défaut. Rendre visibles les autorisations d'accès à la caméra et au microphone. Désactiver les notifications nocturnes. Soumettre les achats et les téléchargements à une validation. Mais si ces mesures sont mises en place en secret, l'enfant les percevra comme un piège. Si elles sont discutées ouvertement, elles deviennent une ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité n'empêche pas de voyager. Elle protège le corps en cas d'accident. Les limites numériques doivent avoir le même objectif. Il ne s'agit pas de couper l'enfant du monde, mais de rendre le poids du monde auquel il sera confronté supportable en fonction de son âge. La valeur d'une limite ne réside pas dans sa sévérité, mais dans la compréhension de ce qu'elle protège. Si l'enfant en connaît la raison, il se souviendra de cette limite non seulement en présence de ses parents, mais aussi lorsqu'il sera seul. C'est là que commence la véritable sécurité, dans cette limite intérieure qui perdure même lorsque la surveillance disparaît. Car un jour, l'enfant se retrouvera seul devant son écran. Un message arrivera, un lien s'ouvrira, quelqu'un lui demandera un petit secret. À ce moment-là,
Il n'y aura peut-être pas d'adulte à ses côtés, mais une phrase qu'il a entendue auparavant pourra rester gravée dans son esprit. Tu n'es jamais seul face à une conversation qui te fait peur, qui te met mal à l'aise ou qui te pousse à la cacher à ta famille. Ferme, éloigne-toi, viens nous en parler. Il y a quelqu'un pour t'écouter avant toute sanction. Cette phrase n'est pas une application, mais elle constitue parfois une protection plus puissante que toutes les applications réunies. Pour protéger un enfant, il n'est pas nécessaire de fermer toutes les portes. Il faut savoir où mène chaque porte. Car le monde ne se compose pas uniquement de zones sûres et dangereuses. Il existe entre les deux des zones d'incertitude, des jeux en apparence innocents, des contes utilisant des noms familiers, des contenus présentés comme adaptés à son âge. Une limite ne peut pas tout arrêter, mais elle peut apprendre à l'enfant quand il faut s'arrêter. C'est là que se construit le premier niveau de sécurité familiale. Quelques phrases claires à la maison. N'envoie jamais de photos en secret. Ne partage pas ta position avec quelqu'un que tu ne connais pas. Ne fais pas confiance à un adulte qui te demande de cacher ce dont tu parles. Si tu as peur, éteins ton téléphone et viens me voir. Si tu fais une erreur, parle-moi d'abord. Ces phrases doivent être courtes, car en cas de danger, on ne se souvient pas de longues règles. Mais les paroles seules ne suffisent pas. Le système doit lui aussi parler le même langage. L'appareil de l'enfant doit soutenir discrètement les limites fixées par la famille, des réglages limitant les contacts provenant d'inconnus, des autorisations désactivées par défaut pour la localisation, la caméra et le micro, une confirmation visible pour le téléchargement et l'achat d'applications, des filtres limitant les contenus pour adultes dans les résultats de recherche. Ces mesures ne prennent pas de décision à la place de l'enfant. Elles lui donnent simplement le temps de réfléchir, car la force du danger réside souvent dans sa rapidité. Un simple geste, une réponse, une photo, une décision prise en une seconde. La couche de protection prolonge cette seconde. Elle permet à l'enfant de s'arrêter et de se poser des questions. Qui est cette personne? Pourquoi cette information est-elle demandée? Pourquoi me dit-on de cacher cela à ma famille? Un système ne doit pas répondre à la question à la place de l'enfant. Il doit créer un espace où la question puisse être entendue. Les familles croient parfois qu'une seule application résoudra tous les risques. Mais le monde numérique ne se résume pas à une seule porte. Lorsqu'une porte se ferme, une autre peut s'ouvrir. C'est pourquoi la protection ne doit pas dépendre d'un seul outil. Elle doit être multicouche. La relation, la règle, l'appareil, le réseau, le recours à l'aide. Un filtre ne remplace pas le dialogue. Le dialogue a lui aussi ses limites techniques. S'il y a de la confiance mais pas de limites, l'enfant risque de se retrouver plongé dans un monde hostile. S'il y a des limites mais pas de confiance, il peut cacher ce qu'il voit. C'est là que s'établit l'équilibre. À mesure que l'enfant grandit, le système doit lui aussi évoluer. Des portes plus étroites lorsqu'il est petit, des règles expliquées à mesure qu'il grandit, un espace qui s'élargit, une responsabilité qui s'accroît. La confiance n'est pas seulement la récompense accordée à l'absence d'erreur, c'est le droit d'apprendre. Si lorsqu'un enfant commet une erreur, on lui retire toute sa liberté, il cachera sa prochaine erreur. Le but d'une limite n'est pas de punir, mais de le remettre sur la bonne voie. Parfois, c'est un inconnu qui a écrit. Parfois, l'enfant a répondu par curiosité. À ce moment-là, la première question ne doit pas être « Pourquoi as-tu fait ça ?» La première question doit être « Es-tu en sécurité en ce moment ?» Puis vient la discussion.
Le compte peut être bloqué. Les autorisations peuvent être désactivées. Mais si la voix de l'enfant se tait, les mesures techniques restent insuffisantes, car l'événement réel ne se déroule pas uniquement sur l'appareil, il laisse également des traces au fond de l'enfant. La honte, la peur, la culpabilité. Si une famille ferme un compte tout en laissant ses sentiments à l'air libre, le problème reviendra sous une autre forme. La protection, c'est autant donner un sens à l'événement que d'y mettre un terme. C'est pourquoi il doit y avoir une phrase d'urgence au sein de la famille. Une phrase qui ne nécessite aucune explication, qui ne déclenche pas de débat. Une phrase qui appelle simplement à l'aide. Il m'est arrivé quelque chose d'étrange. Lorsque cette phrase est prononcée, ce n'est pas l'écran qu'il faut examiner en premier, mais l'enfant. On l'écoute d'abord, puis on le protège. Ensuite, on corrige le système. Certains dangers dépassent les limites de ce que la famille peut résoudre seule. Menaces, chantage, demande de contenu à caractère sexuel, harcèlement insistant, demande de rendez-vous dans la vie réelle. Dans ce cas, la conversation n'est pas supprimée. Les preuves sont conservées. Tout contact est rompu. Des adultes de confiance et, si nécessaire, les autorités compétentes interviennent. Le silence est le terrain de jeu souhaité par l'autre partie. La visibilité, en revanche, affaiblit son pouvoir. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de réaménager toute ta maison. Choisis un appareil. Vérifie les autorisations. Vérifie qui peut envoyer des messages. Vérifie où ta position est partagée. Ensuite, aie une seule conversation avec ton enfant. Pas en jouant sur la peur, mais en jouant sur la curiosité. Si tu vois quelque chose d'étrange sur Internet, tu peux venir me voir, n'est-ce pas? La réponse à cette question est plus importante que tous les réglages, car la deuxième porte ne disparaîtra jamais complètement. Le monde créera de nouveaux passages, de nouvelles applications, de nouveaux visages. La protection, ce n'est pas de connaître toutes les portes à l'avance, c'est d'apprendre à l'enfant devant quelle porte s'arrêter, de laquelle s'éloigner et comment rentrer à la maison s'il se perd. Dans cet enregistrement, je ne me suis pas contenté de te montrer le danger qui se cache derrière l'écran. Je t'ai également montré comment une famille peut fixer des limites sans céder à la peur. Tu trouveras plus d'informations sur la sécurité familiale numérique et les risques invisibles sur synthlog.tech. Je suis Mimar. On se reverra dans la prochaine vidéo. Le jour venu, tu comprendras pourquoi ces vidéos existent. État du système. Actif. Protocole. 0.25. Terminé. Prochain protocole. 0.26. État. En cours.